Nous ne vivons pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes. C'est un constat très simple qui a été fait chez de nombreux militaires, mais également de manière générale dans l'aviation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous regardions un petit peu certaines opérations militaires qui ont eu lieu par le passé, essayer de voir ce que nous pouvons en apprendre, comparer cela avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, et voir comment l'analyse, le débriefing d'événements passés doit ou peut être réinjecté afin d'être plus performant, plus efficace dans le futur. Roger ball. Alors juste avant d'attaquer, il y a une toute petite définition d'après Larousse. La performance en psychologie, c'est le résultat obtenu dans l'exécution d'une tâche. Et l'efficience, c'est la capacité d'un individu ou d'un système de travail d'obtenir de bonnes performances dans un type de tâche donnée. Des marques point virgule, l'efficacité. Nous commençons avec l'opération Focus. La guerre des 6 jours dans le Sinaï, Israël décide d'attaquer très vite, très fort, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie. Le 5 juin 1967 à 7h45 du matin, alors qu'ils ont à peu près 200 avions de combat, ils en gardent 12 en réserve afin de servir de protection pour le territoire, de la Combat Air Patrol, de la protection de l'espace aérien. Et ils décident de faire plusieurs vagues, mais non pas des vagues en mode une vague de 50, une autre vague de 50, une dernière de 50, mais de tout envoyer, plus de 180 aéronefs contre l'Égypte. La première vague, elle va partir et elle va attaquer 11 bases égyptiennes. Les avions reviennent, ils se posent et en 7 minutes 30, ce qu'ils appellent le quick turn, ils sont réarmés et refuelés. Et la deuxième vague repart toujours avec quasiment 180 aéronefs pour ce coup-ci attaquer 14 bases. Ça revient, ça refait un quick turn et ça repart pour une troisième vague. Avant midi, il y a plus de 450 aéronefs ennemis, que ce soit égyptiens, jordaniens ou syriens, qui ont été détruits pour l'immense majorité au sol, et 18 bases adversaires qui ont été profondément attaquées, profondément incapacitées, et cela va avoir un énorme impact sur la guerre des 6 jours. Cette opération, l'opération Focus, reste et restera comme une des meilleures utilisations de l'arme aérienne pour un début de conflit. Vous attaquez très vite, très fort, et ce qui fait tout le succès, au-delà de la planification, c'est la volonté d'utiliser un maximum de vos avions dans chacune des vagues, et cela n'est rendu possible que grâce à la parfaite coordination avec les mécaniciens, les armuriers, tout le personnel au sol. Jamais une opération n'a autant mis en avant le rôle important des équipes au sol. Et croyez-moi, 7 minutes 30 pour refueler et réarmer des avions, c'est absolument incroyable. 6 décembre 1941, les Japonais décident de mettre en œuvre le plan Z. L'attaque de Pearl Harbor à 5500 km du Japon, déclenchée par la fameuse phrase Tora, 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 Tora qui signifie tigre en japonais. C'est 6 porte-avions, 425 aéronefs et 27 sous-marins qui se sont projetés dans la plus totale discrétion jusqu'à 500 km du territoire américain. Dans la rade de Pearl, vous avez 90 navires. Vous allez avoir 188 aéronefs détruits, 2403 morts, 8 cuirassés, 3 croiseurs, 3 destroyers et 3 navires auxiliaires qui vont être profondément endommagés, voire détruits. Les Japonais vont perdre 55 hommes et 29 aéronefs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que du fait des contraintes aéronavales et de la volonté des Japonais, ils ont envoyé 2 vagues. La première vague, 183 avions, alors qu'ils avaient près de 400 avions à disposition. La deuxième vague, 171 avions. Et là, l'amiral Nagumo décide de ne pas faire de troisième vague. D'après un des pilotes, un des leaders de la première vague, Mitsuo Fushita, je m'excuse, qui lui plus tard dans ses mémoires a dit qu'il avait été un énorme avocat de la troisième vague. Certains historiens disent que c'est plus pour essayer d'améliorer sa place dans l'histoire. Mais lui disait apparemment il faut aller taper les capacités de régénération et de production, il faut aller taper les docks, les endroits où on va pouvoir réparer les bateaux. Toujours est-il, l'amiral Nagumo a refusé la troisième vague, n'ayant pas la position des porte-avions américains, il craignait une attaque et ne voulait pas mettre en péril davantage la vie de ses hommes, il avait déjà perdu une trentaine d'avions.
Le point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que si une troisième vague avait été lancée, même au prix de pertes plus fortes pour les Japonais, les capacités de régénération de la flotte du Pacifique s'en seraient trouvées fortement impactées et la guerre dans le Pacifique, et la Seconde Guerre mondiale comme on la connaît, se serait sûrement déroulée de manière différente. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la navigabilité? La navigabilité, c'est une condition pour permettre la mise en œuvre des aéronefs en respectant des objectifs de sécurité vis-à-vis des personnels et vis-à-vis de tierces personnes. En français dans le texte, c'est quelque chose qui a été inventé dans le civil et depuis 2013, dans les forces armées, vous avez la DSAE, la Direction de la sécurité aéronautique d'État, et elle a pour objectif d'une certaine manière de prendre les textes qui garantissent la parfaite sécurité, et nous avons une excellente sécurité dans l'aviation civile et commerciale, et transférer tout ça dans l'aviation militaire. Pour un point de vue purement opérationnel, oui, la sécurité s'en est trouvée augmentée, mais la navigabilité a augmenté de manière exponentielle la charge administrative dans les unités pour les mécaniciens, pour les ingénieurs, pour tous les personnels qui interviennent sur les avions. La navigabilité va de pair avec la traçabilité des pièces, la traçabilité de qui est intervenu quand sur un aéronef. C'est absolument primordial pour la sécurité. Mais lorsque l'on commence à parler de conflits de haute intensité, et il est question de conflits de haute intensité en ce moment en Europe, il en est question peut-être dans le futur en Asie, il est important d'identifier nos points de vulnérabilité. Et pourquoi est-ce que je veux vous parler de navigabilité en point de vulnérabilité? Parce que nous avons vu que ce qui fait la capacité en haute intensité à rendre l'adversaire inapte à poursuivre le combat en un laps de temps très court, c'est votre capacité à produire énormément de puissance militaire, énormément de performance, être extrêmement efficient sur un laps de temps très court. Et là, il faut être honnête. Si vous avez trop de charges administratives, si vous devez respecter tous vos textes en paix, peut-être que vous n'allez pas pouvoir être aussi performant, aussi efficient. Mais pire que ça, pour pouvoir être performant et efficient lors de ce combat de haute intensité, il faut s'être entraîné en amont. Et c'est pas en mettant 60 minutes, 90 minutes, 2 heures entre l'utilisation d'un avion de combat moderne, du fait notamment de la traçabilité et de le remplissage des papiers, que vous amenez vos combattants dans un état d'esprit comme était celui des Israéliens. Ok, on va pouvoir remettre en œuvre tout ça en 7 minutes 30 et projeter le feu, projeter de la puissance en permanence de manière vraiment extrêmement puissante sur l'adversaire. Donc au final, la France à l'heure actuelle, dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est à peu près 200 aéronefs. Un levier facile pour augmenter notre efficacité au combat, ce serait tout simplement de pouvoir, par moment, de manière encadrée peut-être, mettre de côté cet état d'esprit d'ultra-sécurité pour aller chercher de la performance, les limites du domaine, parce que nous savons que dans la guerre de haute intensité, avec du matériel contraint, 200 avions, exactement comme les Israéliens lors de la guerre des 6 jours, il va falloir augmenter la capacité, augmenter la puissance de force. Et là, l'humain peut être la solution, mais seulement et seulement si il est parfaitement entraîné à remettre en œuvre extrêmement rapidement ces aéronefs. Les Américains sont souvent précurseurs, et à l'heure actuelle, il est intéressant de voir que certains articles de presse sont en train de sortir où l'US Navy étudie et fait des essais pour ravitailler à la mer ces navires dans les VLS, les Vertical Launcher Systems, donc tous les systèmes qui permettent de tirer des missiles de manière verticale. Pendant longtemps, il a fallu revenir à quai pour pouvoir se réarmer. Mais dans cette logique de projection de puissance en Asie ou à l'autre bout du monde, ils sont en train d'étudier la capacité de ravitailler leurs navires à la mer. Clairement, on vient toucher la même problématique. Je vous parlais de refaire le plein des avions et de l'armement à 7 minutes 30. Pour les bateaux, même philosophie. Plutôt que de devoir les ramener à quai au port pour refaire le plein de munitions, les États-Unis, en ce moment, pas plus tard que la semaine dernière au moment où je tourne cette vidéo, font des essais de manière à augmenter leur efficience, à augmenter leur performance sur un éventuel futur champ de bataille de haute intensité. Nous en arrivons donc à la conclusion de cette vidéo. Vous l'aurez bien compris, le combat de haute intensité est une dichotomie. Dichotomie entre votre volonté de vous entraîner en préservant votre matériel qui est de plus en plus rare, de plus en plus précieux, de moins en moins en grand volume. Nous avons qu'une quarantaine de Rafale Marine par exemple dans les forces françaises. Oui, il faut les préserver, mais en même temps, à trop se mettre de contraintes de navigabilité, de sécurité, quel impact est-ce que cela peut avoir sur votre capacité à rapidement à changer de braquet, à changer d'état d'esprit, à changer de niveau de performance et donc votre capacité à atteindre votre mission qui est la sauvegarde de votre nation.
Vous l'aurez bien compris, j'ai pas la solution, c'est un axe de réflexion, un axe de débat. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne et d'ici là, fly safe et safety first, on est absolument d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas identifier en tant que militaire les talons d'Achille que cela peut créer. Fly safe.